Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Et nous déroulons le tapis rouge à un avocat au barreau du Cameroun. Vous le connaissez certainement parce qu'il ne passe pas inaperçu dans les médias. Surtout lorsqu'il s'agit des débats politiques. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons Maître Claude Assira sur ce plateau. Maître, bonsoir. Bonjour Madame Pidjo. Comment vous allez? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous avoir. C'est gentil. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, membre du Conseil de l'Ordre, trésorier également de l'Ordre des avocats. Vous êtes un avocat très engagé, auteur de plusieurs publications et ouvrages techniques. Vous avez fait vos études au Cameroun et en France. Vous êtes inscrit au barreau de France et au Cameroun aussi. Et ce qu'on peut retenir sur vous, c'est que vous n'avez pas votre langue dans la bouche. S'il y avait des choses à préciser, vous auriez dit quoi? Non, tout ce que vous dites est parfaitement exact. J'ai fait une partie de mes études au Cameroun comme fils de fonctionnaire. Donc la plupart du temps, et c'est important de préciser, dans les établissements publics. Et après l'obtention de ma licence en droit, dans la seule université de l'époque, qui était l'université de Ngoïkele, je suis allé à l'étranger pour pouvoir poursuivre l'apprentissage et à la fois du droit qui était alors déjà ma passion, mais aussi l'apprentissage de la vie d'une façon globale. Et puis au terme de ce parcours initiatique, j'ai pensé qu'il était utile de revenir dans mon pays, ce que j'ai entrepris de faire à partir de 2002. Et cela s'est concrétisé avec mon admission au barreau du Cameroun en 2004, le 6 mars 2004. Et donc il ne restait plus qu'à concrétiser cela en mettant au fur et à mesure l'ensemble de la machinerie qui me permettait effectivement de revenir dans le pays qui a toujours été le pays de... Mais vous étiez bien là-bas, de l'autre côté. Pourquoi décider de revenir dans un pays où il y a beaucoup de préjugés? D'abord, premièrement, parce que, vous savez, peu importe comment peuvent être vos parents, comment peut être votre maman, ce sera toujours votre maman. Donc, l'opinion que les gens peuvent avoir de votre maman ne change jamais l'amour, la passion que vous pouvez avoir pour elle. Et bien, c'est la même chose pour votre pays. Évidemment, je ne reviens pas dans l'inconnu. Et dans ces éléments connus, vous avez à la fois des éléments qui sont favorables, des éléments qui sont parfois un peu péjoratifs. Mais il reste qu'au fond, c'est là où on a tout. C'est le pays qui nous a vu naître, le pays de nos sentiments, le pays de beaucoup de choses. C'est des choses qu'on n'explique pas. Alors, pour un monsieur qui est très engagé comme vous, on connaît vos positions d'ailleurs, mais on vous a vu intervenir dans des dossiers emblématiques comme l'opération Épervier, la crise dans le Nozo, la presse, soutenir des personnes impliquées dans des affaires qu'on va qualifier de pas catholiques. Pourquoi Maître Assira se colle à ces affaires-là? Opération Épervier avec l'affaire Mebara, Etonde Kotor, Etonde Oyono, vous savez, dans la crise anglophone, Fontaine Neba, Mancho BBC, des noms qui prêtent à confusion et on voit une image comme Maître Assira se coller à ces personnes-là. D'abord, premièrement, l'avocat ne choisit pas ses causes. C'est l'inverse. Hein. Il faut déjà rétablir ça dans l'esprit de vos téléspectateurs. Un avocat, dans les obligations déontologiques de l'avocat ne peut pas démarcher. Il ne fait pas de publicité. Donc, chaque fois que vous allez voir un avocat dans une cause, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que c'est la cause qui est venue à lui. C'est la première chose. Maintenant, vous avez employé une expression qui aurait pu me faire sursauter un tout petit peu quand vous dites des causes pas catholiques. L'avocat est par essence le médecin des maux de la société. Tous les maux de la société. Il n'y a pas une seule cause dans laquelle l'avocat n'a pas sa place. Vous savez, l'indignité, l'infraction indigne dans l'absolu, aujourd'hui, dans le monde, c'est le terrorisme. Bien.
On ne peut plus, il y a le génocide aussi qu'on pourrait éventuellement évoquer, les crimes contre l'humanité. Ce sont les infractions pour lesquelles le degré de répression à la fois dans la pénalité, dans la procédure pour y arriver, l'imprescriptibilité sont absolues dans le monde entier. Et pourtant, même pour ces causes que la morale élémentaire réprouve et que même l'avocat au plus profond de lui réprouve, vous avez encore le ministère de l'avocat qui est autorisé. Donc il n'y a pas une seule cause dans laquelle l'avocat n'a pas sa place. L'avocat ne sait pas ce que c'est. On a sursauté quand vous avez vu dans ces dossiers-là, on a sursauté parce que c'était contraire à certaines valeurs que vous défendez. Quand vous vous retrouvez en train d'être devant quelqu'un comme Mancho BBC, qu'on accuse d'un certain nombre de choses, des personnes qu'on accuse de détournement, et même pour la presse quand même, il y a des questions. Vous comprenez quand même cette interrogation? Il faudrait que je vous précise encore peut-être une chose. Oui. La première des choses, c'est que on n'est jamais l'avocat d'une cause. On défend un homme. Voilà. On défend un homme. C'est pour vous dire d'ailleurs au demeurant la noblesse de notre métier. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir comment ça se fait qu'un avocat à qui la déontologie, la loi, la morale, l'éthique, l'éducation interdisent la moindre infraction. C'est-à-dire que moi, si j'avais un comportement anormal, réprochable, répréhensible, en dehors de mon activité, le procureur général, le procureur de la République de Douala, a la possibilité de saisir le bâtonnier pour lui demander de me radier de la liste des avocats. Peu importe que ce soit dans le cadre de mon activité professionnelle ou pas. C'est vous dire le degré d'exigence qui pèse sur l'avocat. Et pourtant, on va demander à l'avocat de défendre, c'est-à-dire de comprendre quelqu'un qui a fait une chose que lui, au nom de l'ensemble de ses interdits, ne peut être autorisé à faire. Donc vous voyez le degré d'élévation qu'il y a à faire. L'avocat ne défend pas une cause, il défend un homme. Puisqu'il y a le gain, puisque plusieurs personnes ont dit justement, puisque je suis un peu là pour vous dire ce qui se passe, que c'est parce qu'il y a des grosses enveloppes aujourd'hui dans le traitement d'un certain calibre de dossier, ce qu'on justifie comme calibre. Si vous voulez, la question de l'argent n'est pas une question taboue. Hein. Voilà, elle n'est taboue que si vous avez volé, l'argent, vous l'avez obtenu de façon illégitime. Il fut un temps où l'avocat était le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Aujourd'hui, nous avons des charges, nous avons des contraintes, nous avons une charte de déontologie et de comportement qui inclut une façon, une présentation personnelle déjà d'avocat, de son cabinet. Voilà, il y a bien. Tout cela, évidemment, a un coût qui doit forcément se répercuter d'une façon ou d'une autre. Cela étant, je pense qu'on est parfois dans un jeu qui est un jeu un peu faussé à la base. Parce que vous mettez, quand je dis vous, je parle de vous, les journalistes, vous mettez en avant les dossiers que vous avez qualifiés d'ailleurs vous-même tout à l'heure d'emblématiques. Parce qu'ils vous font vendre du papier, ils font de l'audimat, voilà, etc. Mais à la réalité, les autres dossiers lambda, dans lesquels l'avocat intervient pourtant aussi avec beaucoup de cœur, vous n'en parlez pas. Voilà, je peux le comprendre. Donc vous avez mis en avant un certain nombre de dossiers qui ne sont pas les plus nombreux dans mon cabinet. Je peux vous dire que j'ai la fierté, j'ai l'honneur de défendre monsieur tout le monde et en y mettant le même engagement pour des causes qui sont ou amicus curiae, c'est-à-dire que je n'attends rien, ou pro bono, voilà, dans les mêmes conditions. Donc ne pensez pas que toutes les causes emportent toujours forcément une rémunération. Il y a quelques jours encore, la presse indignait dans des cas les plus emblématiques dont on parlait tout à l'heure. Vous défendez par exemple le cas Atangana Mebara. Qu'en est-il exactement? Comme on a la chance de vous avoir. Je suis très 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 heureux. Je vous assure que je suis toujours très content quand ce dossier est évoqué par des tiers. J'espère que vous l'évoquez avec le même angle de vision que moi-même, c'est-à-dire que un tout petit peu le catalyseur de ce que j'appelle la mauvaise justice. Parce que j'ai vu dans beaucoup de dossiers que vous avez cités, il y en a qui ont eu une fin heureuse, il y en a d'autres qui ont pu parfois se terminer d'une façon
pas nécessairement heureuse, c'est-à-dire dans le sens de ce que la logique aurait pu souhaiter, mais Atangana Mbara a, à lui tout seul, regroupé l'ensemble des défauts que notre justice peut avoir. Je voulais dire que ce n'est même plus que le dossier d'un client. Quand je parle de ce dossier, c'est d'abord un dossier des valeurs de la justice et du rôle de l'avocat dans la justice. Et on est toujours un tout petit peu déçu de voir que, quel que soit l'engagement que vous pouvez mettre à défendre quelqu'un, que au final, ce sera une main sombre quelque part qui aura le dernier mot sans que vous ne compreniez forcément la logique. Pour vous dire un petit mot là-dessus, dans la justice en général, que vous parliez d'Atangana Mbara ou de n'importe quelle autre personne, pour qu'une personne puisse être condamnée, vous devez quand même avoir un fil d'Ariane entre le fait qui lui est reproché et la condamnation qui est prononcée contre lui. Avec ceci de particulier que notre justice s'est dit, s'il y avait un doute, la personne doit être condamnée, en français on dit au-delà de tout doute raisonnable. Au-delà de tout doute raisonnable. Ce qui veut dire que si, à un moment ou à un autre, il venait à se faire qu'il puisse y avoir un doute dans la perception, la conclusion qu'on peut se faire de la culpabilité de la personne, il vaut mieux acquitter. Or, dans le cas d'Atangana Mbara, vous ne voyez aucune logique entre l'infraction qui lui est reprochée et la condamnation qui intervient. Si ça n'était encore que l'avocat, que je suis son avocat, que j'ai été et que je resterai toute la vie, voilà, tout à fait, le disait, vous auriez pu, et je vous comprendrais parfaitement, humainement, vous interroger. Il n'est pas surprenant qu'un avocat dise du bien de son client. 3 fois, plutôt qu'une, la justice est venue dire exactement la même chose. Le 3 mai 2012, le tribunal de grande instance du Fundi, qui était alors compétent, l'acquitte purement et simplement des faits de détournement dont il était poursuivi. Il a fallu faire un jeu de passe-passe pour que le parquet puisse faire appel, alors qu'à ce moment-là, l'appel dans cette matière n'était plus possible. La cour d'appel le condamne à 15 ans d'emprisonnement. Lorsque nous nous présentons devant la Cour suprême, le rapporteur de la Cour suprême décide de proposer à la collégialité l'annulation de la condamnation qui a été prononcée par la Cour d'appel. L'affaire est mise en délibéré, donc ça fait 2 fois déjà. L'affaire est mise en délibéré et entre le jour où on met l'affaire en délibéré et le jour où la décision doit intervenir, chamboulement, la Cour suprême, par décret du président de la République, on enlève l'ensemble de ceux qui composaient alors ces juges pour mettre à la place une nouvelle équipe dont plusieurs sont composés de ceux qui étaient autrefois ses procureurs, dont ceux qui l'accusaient. Naturellement, il est condamné à 15 ans et il fait un pourvoi, on est déjà devant, il fait un recours devant la juridiction africaine qui lui donne raison, demande au gouvernement camerounais de le remettre en liberté et de lui donner une indemnité pour couvrir l'ensemble des préjudices qu'il a subis. Donc ça fait 3 instances qui viennent à son secours, mais pourtant jusqu'à aujourd'hui, il est encore... Mais c'est une célébrité, il y a plein d'autres personnes dans ce cas-là et on se demande comment expliquer ces dénis de justice qui sont de plus en plus courants dans notre pays. Alors, je vais peut-être un peu corriger pour vos téléspectateurs. Le déni de justice est prévu normalement par la loi comme étant l'expression qui désigne le fait pour une autorité judiciaire de ne pas se prononcer sur un cas qui lui a été présenté. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de déni, il y a juste mauvaise justice. C'est-à-dire, comme je vous l'ai indiqué au départ, vous avez une incompatibilité, une incompréhension entre ce que les faits ont pu éventuellement démontrer et la décision qui intervient. Ce qui veut dire uniquement 2 choses en matière de justice. Quand on apprécie une décision, ça veut dire que ça s'appelle une erreur judiciaire. L'erreur judiciaire, malheureusement, est une expression relativement vague qui peut être soit une erreur juste, parce que les magistrats ont eu une autre appréciation. Elle peut provenir du fait que nous avons eu on dit en général que le juge juge selon son intime conviction. Et l'intime conviction n'est pas faite de choses qu'on peut matérialiser. C'est l'appréciation vague d'un magistrat sur la base d'éléments dont on ne sait pas exactement en quoi ils consistaient, mais qui fondent sa conviction. Bien. Sauf que la loi dit que pour que la conviction puisse être fondée, il faut qu'elle soit
appuyé sur les éléments qui ont été librement débattus par les parties à l'audience. Donc c'est là où parfois vous retrouvez des gens qui tirent un peu par les cheveux des éléments pour essayer de concocter une apparence de logique dans la condamnation. Soit parce que ça émane d'eux-mêmes. Il n'y a donc pas cette impartialité qui peut résulter de, ou éventuellement l'animosité, ou d'autres raisons que les juges, malheureusement au Cameroun. L'impartialité de qui? L'impartialité des juges. Voilà, je pense. Ça devient un problème. C'est un problème. Je veux dire, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. La justice est faite par des hommes. C'est un dogme que de vous dire que la justice est infaillible. Et je voudrais, quand moi je parle de la justice, je prends toujours la peine de dire à mes interlocuteurs et à mes auditeurs que la justice ne concerne pas que les autres. La justice est notre affaire à nous tous. La justice est celle qui répare les plaies de la société. La justice est celle vers laquelle nous allons un jour devoir repartir le jour où nous aurons nous-mêmes un problème, soit parce qu'on est en demande, soit parce qu'on est poursuivi. Donc on ne joue pas avec la justice. La justice est importante. Pourtant, on a donné un dogme d'infaillibilité à la justice, de la même façon qu'on a donné le dogme d'infaillibilité à la religion catholique, en tout cas. On a donné un dogme d'infaillibilité. Et pourtant, tout le monde sait très bien que la justice est le fait des hommes. C'est-à-dire qu'elle porte sur elle la grandeur des hommes, mais elle porte aussi sur elle, malheureusement, la faiblesse des hommes. Quand je vous suis analyser, j'ai un peu froid. Je me demande, est-ce que le Camerounais lambda peut encore faire confiance à cette justice-là s'il a un problème? Il n'y a pas de justice parfaite, où qu'on soit. À l'étranger, on vous parle souvent de démocratie. Et même encore dans ces pays, pour parler de la France, que je connais un peu mieux pour y avoir vécu suffisamment longtemps et y avoir exercé, la justice a été le fruit d'une construction. Madame, quand moi j'arrivais comme étudiant en France, je peux vous dire que les syndicats de police marchaient 2 fois par semaine dans les rues de Paris pour contester le droit à l'avocat de défendre son client dans les commissariats. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tout à fait normal, banal. Donc, ce que je voudrais vous dire par là, c'est que ne soyons pas impatients. Je peux comprendre, moi je suis le premier à ruer dans les brancards pour demander que les choses soient faites, parce que je pense qu'elles peuvent être faites plus vite. On n'a pas attendu nous-mêmes de savoir construire des voitures, on a pourtant su les adopter. On n'a pas attendu nous-mêmes de savoir construire des avions, on a pu les... La justice, ça doit être la même chose. On n'a pas besoin d'avoir été nous-mêmes les acteurs, les auteurs de cette justice-là pour pouvoir nous l'accaparer. Pourtant, nous devons aussi laisser le soin à la justice de se construire. La justice telle qu'elle se fait en Afrique et au Cameroun est un greffon. Je peux vous donner une illustration. Allez dans vos villages. Je ne sais pas quel est le... Moi, mon village s'appelle Ngoro. Moi, c'est Bangwa. Bien. Allez dans votre village, interrogez les anciens de votre village et demandez-leur où se trouvait la prison. Où était la prison avant la colonisation. Vous n'en aurez pas. Et pourtant, déjà, auparavant, à Bangwa, comme partout ailleurs dans le monde, on tuait, on volait. Voilà. Toutes les infractions qu'on connaît aujourd'hui ont toujours existé depuis le premier homme. Tout simplement parce qu'auparavant, la justice qui était faite dans nos contrées n'était pas comme la justice d'aujourd'hui. Bien, tout à fait. Il y avait des façons de trancher. Exact. On réunissait les belligérants sous un arbre. Le village était présent, ils se parlaient. Et comme sanction, ils devaient ou se partager la cola ou boire dans le même verre. Et lorsque la faute à expier était vraiment importante, on mettait le contrevenant en dehors de la société pendant un certain temps et il devait regagner sa place après. Il n'y avait pas de prison. Donc la justice aujourd'hui est une chose qui est importée. Donc il faut attendre et il faut lui laisser le temps de se construire et d'adhérer au nouvel organisme. Donc ce que moi je voudrais vous dire, pour répondre plus directement à votre question et que je dis souvent, c'est que il faudrait que chacun d'entre nous, nous disions que nous n'allons faire qu'une seule chose, c'est apporter notre pierre à cette construction. Je ne suis pas sûr qu'au terme de mon parcours dans le champ que j'ai choisi, le champ de la justice, je ne suis même pas sûr qu'au terme de mon parcours terrestre, la justice aura été révolutionnée. Mais j'ai envie qu'au terme de ces activités, qu'on se dise que il a été là,
il a peut-être un jour été un aboyeur, il a peut-être attiré l'attention des uns et des autres sur tel ou tel point. Et que dans 20, 30, 40, 50, 60 ans, lorsque les générations vont se retourner pour voir, qu'on puisse voir le parcours que nous avons les uns et les autres suivis pour arriver. Voilà. Mais si vous ne commencez pas ce chemin, jamais vous ne verrez ce qu'il y a devant. Sauf qu'on perd des points, le Cameroun perd des points en étant cette justice-là, avec cette réputation qui ne rend pas justice. Vous persistez, hein? Je suis d'accord avec vous. Non, non, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être un peu le talon d'Achille de nos hésitations. Parce que comme dans toutes les activités, comme dans beaucoup d'activités de la vie, il y en a beaucoup qui n'exigent pas, qui n'ont pas la même exigence. Par exemple, vous allez aller signer un contrat de travail ou parfois trouver l'âme sœur sans forcément savoir de quoi demain sera fait. Or, en matière économique, dans la vie des affaires, il y a ce qu'on appelle la sécurité juridique. Et un investisseur, si riche fut-il, ne prendra jamais le risque d'aller dans un pays, dans un environnement dans lequel il n'a pas la certitude que ses droits, il peut les poursuivre avec un minimum de garantie de pouvoir en avoir le recouvrement. Et c'est malheureusement la difficulté que nous avons ici au Cameroun. Et je suis entièrement d'accord avec vous, au moins sur ce terrain, qu'on devrait faire, on a beaucoup de travail à faire sur ce terrain-là. Et je vous permets de placer un mot sur la violation des droits humains, parce que ces derniers temps, on a vu une série de meurtres et assassinats, et on ne sait pas si ça gêne un tout petit peu ceux qui sont en face en termes de justice, d'équilibre et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, les droits humains, il faudrait que je vous le dise déjà. En général, quand on parle des droits humains, ce sont des choses qu'on demande à l'État, auxquelles on demande d'assurer la protection des droits minimums, dont le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, etc. Donc, c'est plutôt ça qu'on doit entendre par droits humains. Mais la question que vous me posez doit avoir plutôt une référence à la question de, comme vous l'avez dit, du rôle de l'État dans la protection de l'individu. Voilà, l'individu dans sa sécurité, dans sa vie, dans sa liberté, etc. Comment peut-on imaginer que le Cameroun, qui fut autrefois un pays paisible, un pays... Notre pays, il est béni, je vous assure. Que du jour au lendemain, on se réveille avec des monstruosités. Moi, je vous dis, si vous faites référence, par exemple, au cas le plus connu, le plus emblématique de votre collègue, de Martinez Zogo, moi, je vous dis, jusqu'aujourd'hui encore, quand je me réveille, je me demande comment il peut naître dans l'esprit, dans l'âme humaine, l'envie de faire ça, comment il peut lui naître l'envie de le commencer, et comment il peut lui naître, quel est le sentiment qu'il peut éprouver de le réaliser jusqu'à ce que la mort de l'autre arrive. J'ai du mal à le comprendre. Dans le monde entier aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez à quel point on a plongé dans la bestialité. Vous voyez des gens qu'on égorge en direct, vous voyez des personnes qu'on met dans des cages et on met le feu, on les voit brûler en mondovision. Je vous assure qu'on est rentré dans un monde que les gens de ma génération ne pourraient pas comprendre. Et on se dit parfois, sans doute par naïveté, que ça ne peut pas nous concerner, nous, au Cameroun. C'est pour ça que le cas de Martinez Zogo, honnêtement, aujourd'hui encore nous donne des frissons. Que peut y faire l'État? Évidemment, l'État, c'est sa première mission, d'assurer la protection du citoyen, le citoyen lambda. Malheureusement, là, on parle de lui, parce que lui, il était un homme en vue, connu. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement. Et là où c'est pire encore dans le cas que vous évoquez, c'est qu'il ne révèle pas seulement que la fragilité de l'être humain, il ne révèle pas que la bestialité, il révèle même la connivence, la complicité, la participation des organes de l'État. Même si ce n'est pas l'État en tant qu'institution, vous avez quand même des individus et vous avez manifestement des biens de l'État qui ont été mis en œuvre là où il aurait dû normalement être dans le rôle inversé, c'est-à-dire celui qui protège, c'est lui qui met en danger la vie. C'est ça qui fait que, honnêtement, aujourd'hui, on est vraiment dans l'absurde. Je ne sais pas s'il existe un psychologue, un psychanalyste, il existe des sciences qui peuvent vous expliquer cela, mais aujourd'hui, nous tous, des gens d'opinion,
ceux qui peuvent parfois prendre le risque, quand vous leur en offrez l'occasion, pour pouvoir avoir un point de vue, en sachant que ce point de vue, il peut plaire, il peut ne pas plaire, et que s'il ne plaît pas, il peut arriver que des gens tapis dans l'ombre appuient sur un bouton pour dire celui-là, il faut l'éliminer, et on sait déjà que c'est possible puisque c'est arrivé. Je veux dire, dans ces conditions-là, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Vous vous sentez forcément vulnérable. Voilà, mais c'est le destin. On est en train de sortir de ce programme. Votre souhait en tant qu'avocat engagé pour une justice équitable et plus juste, ce serait quoi, Maître Assira? Moi, je suis pour un Cameroun fraternel. Je ne suis pas revenu au Cameroun totalement dans l'absolu. J'ai connu une autre expérience de vie dans laquelle, malheureusement, on était un tout petit peu dépersonnalisé. L'être humain n'existe pas en tant que tel. La seule chose qui compte, c'est la loi de la consommation, la loi de la production, la loi du profit. Je pense humblement et modestement qu'on peut construire ce type de pays si nous décidons à un moment donné de nous arrêter tout simplement et d'essayer de refonder les bases du vivre ensemble. Or, l'élément, l'institution qui seule est en mesure d'apaiser, de planifier, de soigner, de réparer, c'est la justice. Donc j'appelle de tous mes voeux, tous ceux qui peuvent être éventuellement les participants à cette grande œuvre. Vous savez, la justice, on a fini par lui donner le nom d'une institution. Quand vous et moi nous parlons de la justice, nous voyons que l'institution, le ministère de la Justice. La justice est d'abord une œuvre divine. La justice, c'est Dieu, voilà, qui a récompensé quand il fallait récompenser, qui a puni quand il fallait punir. Et il n'a fait que donner une partie de ses prérogatives à des êtres humains. D'abord au roi, ensuite aux êtres humains, c'est-à-dire aux magistrats. Bien. C'est pour vous dire que au plus profond de l'être humain, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa condition sociale, le besoin de justice est la chose que vous retrouvez dans tout être humain. Et je peux vous parler comme quelqu'un qui a été au contact de beaucoup de personnes qui étaient en besoin de justice. Il n'y a personne qui peut éteindre ce besoin. La seule chose que la société doit faire, c'est mettre en œuvre l'ensemble des stratégies qui permettent à l'être humain de retrouver sa justice pour lui permettre d'avoir sa place dans la société. Nous devons donc tous y œuvrer. Alors, il y a une question en quelques secondes, peut-être 10 secondes, sur la situation des avocats au Rwanda. Vous qui êtes dans l'ordre, est-ce que vous en parlez? Il y a une piste de solution? Évidemment, je pense que le bâtonnier a fait d'ailleurs une communication là-dessus. C'est un gros problème. Sauf que je pense que les gens le prennent par le mauvais bout. Ce que je vais vous dire, naturellement, n'engage que moi, ce n'est pas le Conseil de l'Ordre. Il n'y a que le Conseil de l'Ordre, le bâtonnier qui est en mesure de parler pour le Conseil de l'Ordre, mais tout en étant membre du Conseil de l'Ordre, nous sommes des avocats, nous sommes des personnes indépendantes aussi, dont chacun a le droit d'avoir son opinion. Il n'y a que le vote, la décision qui est prise collégialement qui peut éventuellement, et après vous adhérez ou vous adhérez pas. Moi, je continue à prôner mon indépendance absolue. Et ce que je vais vous dire donc n'est que le fruit de mon indépendance. Je considère, à titre personnel, que naturellement, pour toutes les personnes, je vous ai dit tout à l'heure un mot de compassion pour les journalistes, qui ne sont pas des avocats. Je peux vous dire un mot de compassion pour d'autres personnes, célèbres ou pas célèbres, qui sont poursuivies, mal jugées, mal incarcérées dans le monde entier, qui ne sont pas forcément avocats. Naturellement, je vais avoir la même compassion pour des gens qui aspirent à la profession d'avocat, puisque nous avons au moins ça en commun. Naturellement, il y a là-dedans une forme de solidarité spontanée de ma part. Sauf que, pour ce qui nous concerne fonctionnellement, tant qu'ils ne sont pas avocats, le Conseil de l'Ordre ne peut gérer que la question des avocats. Il n'y a que les avocats depuis leur inscription jusqu'à leur désinscription, soit par la mort, soit par la démission, soit par l'omission, que le Conseil de l'Ordre peut gérer. Maître Claude Assira, merci. Merci à vous, madame. Merci d'être venu. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, membre du Conseil de l'Ordre, trésorier même de l'Ordre. Vous êtes un avocat très engagé. Merci d'avoir effectué le déplacement de Yaoundé pour Douala pour cette édition de l'invité de la semaine. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres pour cet autre rendez-vous sur Canal 2 International. Je vous donne rendez-vous samedi prochain avec un autre invité, une autre thématique. Bonsoir.